Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre balade. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Épisode qui me donne le plaisir et l'occasion de recevoir Gilles Taquet, directeur de Roger Violet, de l'agence Roger Violet, de la galerie Roger Violet. Gilles Taquet, bonjour. Bonjour, l'agence Roger Violet, puisque c'est comme ça que ça a été créé, évidemment. Aujourd'hui, c'est une galerie, mais au départ, c'était bien une agence. Alors, ça a été créé par un couple. Elle, Hélène, est la fille d'un chimiste photographe, truqueur. Un peu à la Méliès. Un peu à la pour Méliès, la photo. qui a fait des photos de l'exposition universelle de 1889. Oui, 7 ou 9, tout à fait. 7. Absolument. Et il y a un épisode assez amusant qui est que en 1887, il fait des photos de tous les pavillons, mais Alors, c'est vrai que c'est finalement la première pierre angulaire de la création de cette agence, puisque le père d'Hélène Roger Violet, très nationaliste, n'a pas voulu faire de photos du pavillon allemand. il les a effacés, en réalité, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il avait fait une photo, parce qu'il ne pouvait pas ne pas faire de photo, étant donné l'angle de la prise de vue, mais quand la photo est sortie, il a truqué de manière que ce pavillon disparaisse. Absolument. C'est-à-dire que il a voulu faire une exposition avec sa fille en 1937 pour comparer les expositions universelles, et il lui manquait évidemment la photo qui avait disparu. Il a cherché dans tout Paris une photo de ce pavillon. Ils l'ont trouvée chez un monsieur Laurent Olivier qui avait une boutique rue de Seine, juste derrière l'Institut. Et il a trouvé cette photo, ça lui a permis effectivement de faire cette exposition, mais c'est surtout que ça leur a permis de mettre la main sur ce commerce qui vendait des photos aux étudiants des Beaux-Arts. Et donc, encore une fois, c'est la première pierre angulaire de l'agence Roger Violet. Oui, qui s'est installée et qui est toujours rue de Seine, tout au bout de la rue de Seine, presque juste derrière l'Institut, à deux pas de la Seine et en face d'un petit square, comme il y en a quelquefois à Paris, qui ont un côté à la fois touchant et un peu minable, il faut bien dire, quand on compare. Je suis pas d'accord avec vous. Il faudrait venir au début du printemps, quand tous les cerisiers sont en fleurs. Je peux vous dire que c'est pas minable, c'est magnifique. Bon, alors, autant pour moi, le début du printemps cette année ayant été reporté à un début de printemps l'année prochaine, je reviendrai pour le voir. Alors, il y a deux personnes très importantes dans l'agence et dans la galerie Roger Violet, qui sont donc Hélène Roger Violet et puis son compagnon Jean Fischer, un Australien, un Autrichien installé en France, qui a servi dans la Légion étrangère. L'une de leurs activités, c'est une activité donc d'agence, de documentation. Ils achètent des collections. Ils ont acheté celle dont vous venez de parler, de Laurence Olivier, et ils sont aussi eux-mêmes des documentalistes, mais ils ont été des reporters. Et qu'au fond, quelque chose d'important s'est passé au moment de la guerre d'Espagne. En effet, c'est-à-dire qu'ils étaient partis, ils étaient jeunes, ils étaient partis faire un reportage, mais en tant que journalistes. Ils sortaient à peine de leur école de journalisme où ils se sont rencontrés. Ils étaient partis faire un reportage sur les congés payés qui les a amenés jusqu'à la principauté d'Andorre. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a des troubles à la frontière, ne comprenant pas exactement ce qui se passe. Ils arrivent à passer la frontière vers l'Espagne grâce à des contrebandiers. Et là, effectivement, ils tombent en pleine guerre d'Espagne. Vraiment, ce sont les prémices de la guerre d'Espagne. Ils prennent des photos. Ils repartent au bout d'une semaine et arrivent à diffuser ces photos dans le monde entier. Ce sont les premières photos de la guerre d'Espagne. C'est des photos prises en Catalogne, de là où les anarchistes dominent, et des photos prises d'une certaine manière à leurs risques et périls, et qu'il y a un moment donné où ils comprennent qu'il vaut mieux qu'ils ne restent pas, qu'on n'a pas très envie qu'ils photographient. Peut-être qu'ils comprendront deux choses à ce moment-là, ce que la photo peut déranger, et aussi que la photo peut faire l'objet d'une circulation considérable, puisque donc à partir de des ventes des photos dans le monde entier qu'ils ont fait en Catalogne au moment de la guerre, pendant la guerre, ils vont abandonner le journalisme écrit
pour devenir ces fondateurs de l'agence et de la galerie Roger Violet, non sans d'ailleurs découvrir une question difficile qui est celle de faire payer les droits quand on laisse circuler des photos. Ce n'était pas l'habitude à l'époque, c'est-à-dire que leurs prédécesseurs vendaient des tirages aux étudiants des Beaux-Arts et non pas des droits. Donc c'était une nouvelle manière de commercialiser les images. Et d'ailleurs, Laurent Olivier, qui est le monsieur à qui ils achètent la boutique et dont ils achètent les collections, mais qui est avec eux dans leur début, enfin, qui les aide un peu, lui est tout à fait hostile à l'idée qu'on puisse toucher des droits, et il dit ça va faire fuir le client de manière définitive, donc vendez le cliché, puis on n'en parle plus. Au moment où pendant la guerre, l'agence ferme. Bon, il n'y a plus personne pour acheter les photos. Elle rouvre juste à la Libération, elle est la première à rouvrir, et à ce moment-là, de quoi est constitué son fonds ? Alors le fond, c'est déjà les photos qui avaient été collectionnées par Monsieur Olivier. C'est-à-dire que c'était des albums de photos qui remontaient parfois à l'invention de la photographie, en tout cas nécessairement à la fin du 19e siècle. Donc ça, c'était une partie importante. Si elle joint les collections personnelles de la famille Roger Violet, puisque le père d'Anne Roger Violet, comme on l'a vu, était photographe, amateur averti, mais qui avait fait beaucoup d'images. Le frère aussi donc l'oncle d'Hélène Roger Violet avait fait des images, donc c'était le départ effectivement de cette collection. Et puis petit à petit, ils ont commencé à racheter d'énormes fonds de professionnels, pas d'amateurs, vraiment des fonds. Par exemple, la première agence qui a été rachetée, c'était l'agence RAP, qui avait fait des photos pendant la guerre. Donc ça, c'était une collection extrêmement intéressante. Et puis il y en a eu d'autres comme ça qui se sont accumulés année après année. Hélène Roger Violet avait été reporter de guerre pour Match pendant la guerre. Elle était en Algérie. Voilà, reporter de guerre, je pense qu'elle a fait quelques reportages. C'est pas Capa, évidemment. Mais elle avait effectivement elle avait fait une école de journalisme, donc elle avait quand même cet esprit. Elle savait ce qu'était un reportage, écrit ou photographique. Elle savait raconter une histoire. Elle a effectivement fait des photos des premiers conscrits nord-africains. Donc, effectivement, elle a rapporté des témoignages qui étaient intéressants. Oui, c'est pas un reporter de guerre des combats de la guerre, c'est un reporter de guerre des à côté, du quotidien de la guerre, et effectivement de la mobilisation, des départs des uns et des autres. 100 000 photos en 1945 au moment de la réouverture, 7 millions en 1981. On ne devrait pas avoir l'air de savoir compter, mais ça fait beaucoup. C'est-à-dire que comme ce sont des fonds d'agences qui ont été rachetés ou d'éditeurs de cartes postales, on parle de millions de photos. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est quand ils rachètent le fonds Léon et Lévy Nordine, quand on les interrogeait, ils n'étaient pas capables de compter le nombre d'images. Ils disaient simplement, on sait que ça pesait 110 tonnes, 110 tonnes de plaques de verre, évidemment. Ils ont mis plusieurs mois à pouvoir les déménager. Donc effectivement, c'était des quantités importantes. Il y a un autre fonds qui est le fonds Lipinski, qui était un studio qui était extrêmement intéressant parce qu'il recensait, il photographiait toutes les avant-premières de tous les spectacles parisiens. Donc c'est encore une fois, on compte en millions de photos. Donc c'est pas étonnant effectivement que ce fonds soit aussi important et unique. Alors, ils vont continuer d'ailleurs certaines des activités, celle du fonds Lipinski notamment, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à envoyer des employés de Roger Violet pour photographier les avant-premières de tous les spectacles parisiens, quels qu'ils soient, donc tous les acteurs, les metteurs en scène, le décor, etc. Choses qui sont aujourd'hui accessibles dans le fond, dans des conditions dont nous discuterons un peu plus tard, mais cette boulimie d'achat pose un problème qui est le problème de où stocker, notamment déjà les plaques de verre qui sont très nombreuses, très fragiles. Où stocker tout ça ? Dans un premier temps, c'est stocké au Petit Palais ?
Tout à fait, c'est stocké, dans les sous-sols du Petit Palais. L'agence Roger Viollet avait un accord avec la ville de Paris, qui permettait, de stocker, d'une manière, tout à fait conforme, au à la conservation, donc ces plaques de verre. Et donc il y avait des employés de l'agence Roger Viollet qui étaient, sous le Petit Palais aussi pour trier, pour analyser, pour cataloguer, toutes ces plaques de verre. Et donc, tout ça étant, c'est un travail colossal de cataloguer, et pouvoir rendre disponibles toutes ces plaques de verre. C'est un des éléments de la conservation. Mais aujourd'hui, où tout ça est-il passé? Alors tout ça appartient toujours évidemment à la ville de Paris, c'est géré par la bibliothèque historique de la ville de Paris. Alors ce n'est plus sous le Petit Palais, c'est dans un endroit, dans le Marais, qui est aussi une boutique Roger Viollet, mais qui n'est pas accessible au grand public, hein. Il y a bien marqué Roger Viollet en grand sur la façade, mais les volets sont tirés. C'est évidemment dans la pénombre et dans des conditions qui permettent de conserver au mieux, toutes ces plaques de verre. Mais il y a un élément qui est important aussi, c'est que les plaques de verre, c'est une chose, mais pour pouvoir les diffuser, il faut faire des tirages. Donc, tous les tirages, donc, on parle de millions de tirages aussi, sont conservés et surtout classés dans des boîtes thématiques. Et ce sont ces boîtes qu'on peut voir rue de Seine, classées effectivement par grande thématique, avec une écriture. Je pense qu'il faut venir voir en fait pour se rendre compte de l'ambiance. Toutes ces boîtes, ces centaines de linéaires de boîtes, de mètres linéaires de boîtes, ont chacun une écriture blanche qui est quasi la même d'ailleurs, qui évoque une certaine période aussi. On a gardé les boîtes URSS. On a certaines, par exemple, les nains sont dans la boîte Anomalie. Peut-être qu'on ferait plus ça aujourd'hui. Donc c'est très typique d'une époque aussi. Ne serait-ce qu'en regardant, en lisant ce qu'il y a sur les boîtes. Oui, et l'écriture, effectivement, est une écriture, j'allais dire une écriture de certificat d'études ou une écriture d'instituteur. Enfin, il y a quelque chose d'appliqué, de très clair et d'esthétique aussi. C'est une belle écriture. Ça tire l'œil. Absolument. Je pense que ça reflète bien l'esprit de cette agence à l'époque où, pour rentrer, il fallait avoir fait des études d'histoire de l'art ou d'histoire. On ne rentrait pas comme ça chez Roger Viollet. Il fallait avoir quand même un niveau d'études et les personnes qui y travaillaient, les documentalistes qui y travaillaient, étaient des spécialistes dans leur domaine. Et peut-être il ne faut pas oublier qu'Hélène Roger-Viollet a commencé par être professeure avant de devenir journaliste et ensuite de tenir l'agence. Elle a été professeure, mais elle a été aussi secrétaire de Louise Weiss. Oui. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une jeune femme moderne. Louise Weiss, suffragette s'il en fut, dont l'omniprésence dans la vie politique de l'avant-guerre ne peut qu'avoir eu des effets effectivement sur Hélène Roger-Viollet. De toutes ces plaques de verre, quel est le pourcentage qui est déjà tiré, que l'on peut... C'est très difficile de dire, mais enfin une grande partie est tirée. Parce que c'était nécessaire et chaque fois d'ailleurs qu'à l'époque, aujourd'hui on envoie des fichiers numériques bien évidemment, mais à l'époque chaque fois qu'une photo sortait dans un magazine, était prêtée à un magazine ou un éditeur, immédiatement il refaisait le tirage pour que il y ait toujours un tirage dans la boîte. Donc sur les plaques de verre, je pense que la grande majorité est tirée. Après, sur une bobine de film où il y a 20 photos ou 30 photos, il y avait nécessairement un choix. Et les choix sont souvent dépendent de l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne ferait pas les mêmes choix. Il y a très probablement beaucoup de pépites encore qui sont cachées. Avant de clore ce premier épisode de notre entretien, vous-même, comment est-ce que vous êtes arrivé chez Roger Viollet et comment en avez-vous pris la direction? La ville de Paris gérait, puisque c'était une filiale de la ville de Paris, au moment de la disparition des époux Roger Viollet, c'est la ville de Paris Ils avaient légué les collections, ils avaient légué l'ensemble à la ville. Voilà, c'est-à-dire que les époux Roger Viollet n'avaient pas d'héritier direct. Au moment de leur disparition, il y avait un testament qui avait été rédigé et la ville donc a hérité
de la totalité des biens de Roger Viollet. Pas simplement l'agence, mais aussi leur appartement, la totalité de leurs biens. Et donc, il y a eu une bataille juridique avec des héritiers indirects pendant une vingtaine d'années. La ville de Paris a gagné. Par la suite, la ville de Paris a créé la Parisienne de photographie qui, à la fois, regroupait les activités de Roger Viollet et toute l'activité de production et de reproduction des tableaux des musées municipaux. Et cette partie devait être financée par les ventes de Roger Viollet. Autant dire que c'était déséquilibré, c'était un déficit constant. L'agence Roger Viollet a failli fermer de la décision de la ville de Paris. Un administrateur a été nommé qui s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée de fermer ce joyau et a décidé de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire tout ce qui était production est revenu à la ville de Paris et la partie commercialisation de Roger Viollet a été privatisée suite à un appel d'offres que j'ai remporté. Parfait, je vous remercie Gilles Taquet. Nous retrouverons maintenant que nous avons un peu déblayé la question de l'histoire, nous retrouverons sur le présent de l'agence et de la galerie Roger Viollet.